G-Sport avec Samsé. Samsé, bravo les hommes en bleu. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver dans ce magazine de tous les amoureux du sport, du geste sportif, de ces événements populaires et fédérateurs autour du sport. Ça sera pour après l'été, on l'espère. Et à vous tous qui aimez ces belles histoires autour du sport, merci de votre fidélité. Dans un petit instant, on aura le plaisir de rejoindre le talonneur du FCG, Jean-Charles Orioli, à travers le petit écran de la visio. Bonsoir Jean-Charles. Bonsoir à tous. Et à tout de suite. On ira aussi au cours de cette émission s'essayer au saut à la perche avec Lilian. Salut Lilian. Salut Lucille. Lilian Veillé, journaliste à Télé Grenoble, qui va se mettre à votre place, vous qui peut-être aimeriez vous essayer à certains sports. Lilian le fait et c'est pas toujours facile. Et on prendra aussi de la hauteur, beaucoup de hauteur, jusqu'à la Belle Étoile. Ce sommet, déjà de belle donne, mais aussi cette grande course de ski alpinisme que vous organisez avec Dauphiné Ski Alpinisme. François Néron, bienvenue. Oui, bonjour. Néron, pas comme la montagne, il y a un Y au milieu. Vous nous direz tout dans un instant sur la petite sœur de la Pyramenta, auquel vous êtes d'ailleurs un habitué. Donc cette Belle Étoile qui va se courir au 7 Lots dimanche matin en direct sur Télé Grenoble. Mais d'abord, c'est le tour de l'actu. Et des nouvelles pas bien bonnes du GF38. Dommage, perdre à l'extérieur, c'est jamais scandaleux, surtout quand l'adversaire est 5e de Ligue 2. Mais face au Paris FC, le GF38 rate l'occasion de se hisser à la 2e place du classement de Ligue 2, car les 3 équipes devant lui ont également perdu, 3, Toulouse et Clermont. Et les Grenoblois, fragiles sur cette rencontre, sans tir cadré, n'ont gagné qu'un point sur les 2 derniers matchs. La montée est encore possible, il reste 8 matchs. Et ils doivent y croire encore. Le GF38 va recevoir Châteauroux au Stade des Alpes samedi prochain. Ça ne va pas mieux pour les volleyeurs grenoblois qui perdent à domicile leur duel avec Caudry qui repasse devant le GVUC au classement de leur poule d'élite masculine. Grenoble est 7e. On rappelle que l'élite masculine, c'est la 3e division en France. Et puis Émilien Jacquelin rate l'épilogue de Coupe du Monde. Pour lui, 14e de la poursuite d'Östersund avec 5 fautes au tir debout alors qu'il était premier de la spécialité au général. Le Villardien perd des points et donc le petit globe de la poursuite lui échappe. Et on retiendra de cette saison un titre de champion du monde avec un tir redoutable. On le revoit ici, ce tir de fou à Poliuca au championnat du monde. Et donc un avenir étincelant pourvu qu'Émilien trouve sa régularité. Bon, on est sûr. La bonne nouvelle, elle vient des femmes, les féminines, les basketteuses de la Tronche-Mélan, qui ne ratent pas leur rendez-vous avec la Lanterne Rouge. Elles s'imposent sur leur parquet 68-51 face au Pôle France. Et elles sont 9e de Ligue 2 féminine avec un match en retard. Et on prend tout de suite des nouvelles du FCG avec le talonneur Jean-Charles Orioli. Rebonjour. Bonjour. Alors, talonneur de Grenoble qui a fait les beaux jours du RCT, le RC Toulon, pendant 8 ans avant de rejoindre La Rochelle et puis Grenoble. On n'est pas bien à Grenoble, honnêtement? Oui, on y est très bien. Ça fait du bien de prendre un peu l'air frais. C'est sûr, et puis on est bien à Grenoble évidemment avec cette drôle d'aventure. Vous voilà dans le top 6. 57 points, vous avez devancé Nevers, votre poursuivant de 5 points. Vous n'êtes qu'à 4 points de la 4e place et on va dire que vous partez de très très loin. Vous aviez approché les relégables en décembre dernier. Oui, en effet, moi je suis arrivé en cours de saison, je suis arrivé fin novembre. Et c'est vrai que pour Noël, on n'était pas loin d'être relégable. Tout le monde parlait de maintien, de difficultés pour ce groupe. Et sur le dernier bloc de 10 matchs, on a réussi à enchaîner 8 victoires sur les 10 matchs, ce qui nous permet de nous relancer à la course de la qualification. Alors, on va peut-être y voir une relation de cause à effet pour vous. C'est que vous arrivez fin novembre. Bon, ça n'allait encore pas très bien, mais quelques semaines après, on s'est retrouvés ici, donc à Oyonnax. D'ailleurs, vous étiez mené à l'extérieur. On se disait que ça, c'était encore un match que vous alliez perdre. Et puis, on allait reprendre finalement, essayer de repartir sur de bonnes bases pour la phase retour. Et vous l'avez gagné, ce match, avec plein d'essais. Vous êtes allé vous imposer à Charles Maton. Il s'est vraiment passé quelque chose ce soir-là ?
Oui, je pense que ça a été le moment déclic de notre saison parce qu'on perdait presque de 20 points à la mi-temps et on a su revenir dans ce match. C'est vrai que ça nous a apporté beaucoup de confiance et ça nous a permis d'enchaîner des bons résultats par la suite. Donc voilà, on voit qu'une saison, ça tient à pas grand-chose et ça a peut-être été l'élément déclencheur de notre saison. Après, voilà, rien n'est fait. On n'est pas qualifié, on n'a rien gagné. Donc voilà, là, on a un bloc très dur qui arrive, avec notamment la réception de Perpignan jeudi soir et ensuite de Oyonnax, qui voudra sans doute prendre sa revanche. Donc on y verra un peu plus clair à la fin de ce bloc. Mhm. Qu'est-ce qui s'était passé? Vous ne vous êtes jamais affolé. Vous saviez que de toute façon, vous n'aviez plus rien à perdre. Vous avez donc enchaîné ces 8 victoires. Sans public, d'ailleurs, aussi, on s'y habitue toujours pas à ce stade des Alpes vide, mais vous avez vraiment su trouver toutes les ressources sans vous affoler, jamais. Oui, il a fallu être serein pour pas tomber dans la panique, mais ce groupe vit très bien, il est assez jeune et on a su rester solidaire et faire les choses qu'on savait faire. On a amélioré beaucoup de points où on était plutôt faible. Et voilà, aujourd'hui ça nous sourit, tant mieux. Mm. Mais une fois de plus, voilà, on n'est pas guéri. Il va falloir faire le dos rond et montrer les crocs pour les prochains matchs. Exactement. Mais on est tous derrière vous, bien évidemment. Perpignan, c'est toujours spécial. Même pour vous qui rejoignez le club cette saison, il y a toujours une petite dramaturgie. On dit souvent que Perpignan est le meilleur ennemi de Grenoble. On se suit entre top 14, entre Pro D2, finale. Ouais, bien sûr, Perpignan, c'est une grosse écurie de ce championnat. Ils sont deuxièmes, ils caracolent en tête avec Vannes en battant à peu près tout le monde. Donc voilà, c'est un gros poisson de ce championnat et on a vraiment à cœur de les recevoir jeudi soir pour voir où on en est nous et voir de quoi on est capable quand c'est plus dur. On a tout notre soutien encore une fois. C'est à 20h45 au Stade des Alpes. On reparlera bien sûr de votre équipe, de votre club, ce FCG qui prépare un grand événement virtuel pour la semaine suivante. Merci beaucoup Jean-Charles Orioli. Belle suite vraiment de saison avec Grenoble et on l'espère se retrouver pour les phases finales. Merci beaucoup et une bonne soirée. Merci. Et puis FCG Perpignan, vous le savez, c'est à 20h45. Au même moment, les brûleurs de l'eau en découdront avec les boxers de Bordeaux à la patinoire Pôle Sud. Avec plus rien à la clé, vous le savez, le bureau fédéral de la Fédération française de hockey sur glace a arrêté le fait qu'il n'y aurait pas de play-off. La saison s'arrête au terme des phases régulières, comme il avait été évoqué à l'automne dernier, sauf qu'à l'époque, il avait été acté qu'il n'y aurait pas de descente et qu'il n'y aurait pas de champion. Or, Rouen a d'ores et déjà été sacré champion de France, ce qui est mérité, évidemment, vu le parcours exceptionnel des Dragons sur cette Ligue Magnus, réduite de moitié, on le rappelle. Mais quitte à passer pour un mauvais perdant, il n'a pas été proposé 2 titres l'an dernier à Grenoble, premier des phases régulières. On est chauvin, bien évidemment. Enfin, voilà, Grenoble s'était qualifié haut la main pour les demi avant l'annulation du championnat pour confinement. Grenoble n'a pas pu jouer la Coupe d'Europe aussi, c'est important, la CHL qui a été annulée bien sûr pour Covid. Alors le président des Brûleurs de Loup n'entend pas en rester là et se dit prêt à saisir la justice en se basant sur des éléments tangibles. J'espère ne pas en arriver là, vraiment, sincèrement. Je pense que la fédération va revenir à la raison, que Rouen va avoir l'humilité de dire que ce titre, il ne le mérite pas, et de revenir à un peu plus de sérénité dans notre fonctionnement. Et par contre, j'en appelle pour obtenir cette équité, cet équilibre, que très rapidement, on passe de cet amateurisme d'une fédération à une ligue professionnelle organisée, structurée, qui va promouvoir notre sport et qui va faire en fait que la règle qui est déterminée apporte de la stabilité et qu'elle soit respectée. Je pense que Rouen est bien meilleur que nous, Angers est bien meilleur que nous, mais voilà, je crois en notre groupe, je crois en nos forces, et je pense qu'on aurait pu aller se battre sur la glace. Et si nous avions perdu sur la glace, j'aurais été très, très humble en disant on a perdu sur la glace, quelle que soit la formule retenue pour les playoffs, et j'aurais accepté ce titre qui est décerné de façon à mon avis un petit peu opportune aujourd'hui à Rouen. Et donc on verra cette semaine s'il y a du nouveau. Le club a demandé notamment une conciliation auprès du CNOSF. Sur le terrain, les Brûleurs reçoivent donc Bordeaux jeudi et Anglet le lendemain aussi à Pôle Sud à 20h. Et on retrouve Lilian
qui va nous parler donc de ces sports à haut risque. Alors en fait, il faut le savoir, parler de sport, c'est très très bien, mais c'est bien aussi peut-être de vous donner l'envie de faire du sport. Et s'il y a certains sports qui vous paraissent assez peu accessibles, eh bien c'est Lilian Veillé qui se dévoue avec on commence facile plutôt. On commence facile, le saut à la perche. Voilà. Hein, pourquoi pas. Ouais, du coup, le saut à la perche, en plus, moi, ça tombe bien, je connaissais bien. Oui, j'y allais tout le temps à la pêche aux perches. Le saut à la perche. On est à la pêche, là aussi, Lilian. Non, mais je me suis trompé, en fait, et vous imaginez, du coup, ma réaction quand j'ai compris que c'était pas la même perche. Ça m'a un peu refroidi, même si c'était pas que le froid qui était dans le gymnase quand j'ai dû sauter. Oui. Mais c'était surtout voir Thibaut sauter à 5,50 m, 5,60 m en courant à fond sur 50 mètres. Ça m'a mis la pression directe. Thibaut, c'est ton instructeur, Thibaut Collet. C'est ça, Thibaut Collet, voilà. exactement, qui m'a un petit peu expliqué comment est-ce qu'il fallait se positionner pour sauter. Et donc moi, je trouvais vraiment ses performances bluffantes comme ça en le regardant. Et je me suis dit, allez, on peut peut-être essayer. Donc j'ai pas sauté aussi haut que lui, mais ouais, pas aussi haut. Non. Mais on peut peut-être regarder un petit peu. Allez, on y va, tu nous y emmènes tout de suite. Lilian avec Thibaut Collet. Alors, je t'explique. Tu commences, tu mets ta main inférieure ici, voilà, comme ça. Ta main supérieure ici, sur le strap. Là, tu viens là, et là, tu soulèves. Et là, je soulève. Tu soulèves. Ok. Et là, maintenant, tu cours 40 mètres. Et là, je cours 40 mètres. L'idée, c'est d'avoir sa main supérieure qui est là, sa main inférieure en bas, être assez relâché ici. Hop, on soulève, on met la main là. Et là, on est parti. C'est top. T'as ramené un petit élément de sécurité en plus. Mon père, coach, ancien perchiste. Tu ne lâcheras pas ta perche, ou en tout cas, tu ne la lâcheras que quand tu seras au-dessus de la mousse. L'exercice, il est simple, je te le montre. Pied gauche devant. 1, 2, 3, 4. Hop. Bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça, sauf que ta main droite, dans l'idée, il faut qu'elle reste accrochée. On a mis un petit élastique. Une petite difficulté supplémentaire. Il y a à peu près 1m50. Pour 1m50, tu fais combien toi Thibaut 5,62 m. D'accord. Bon, Mais j'ai commencé par là aussi, tu vois. Mais j'avais 2 ans. Donc, bah, c'est ça. Il y a deux choses qui font que voilà, tu as du mal à passer par-dessus. C'est parce que tu as une perche qui est petite et tu ne te sers pas beaucoup du levier. Donc là, on va régler le problème, on va te faire prendre un petit peu plus. Et le fait qu'il faut que tu arrives à te servir de tes abdos. Le mec est hyper à l'aise. Ah, bravo. Pour quelqu'un qui n'en a jamais fait, il se débrouille vachement bien parce que c'est souvent qu'on a des mecs qui se mettent dans le trou ou qui se cassent la gueule pour parler poliment. Et voilà, mais non, c'est très bien. Les conseils m'ont beaucoup aidé. Bah écoute, avec plaisir. En 3 sauts, ça l'a fait. Hop, et bah bravo à toi. Merci beaucoup Thibaut. Et puis on se revoit vite à l'entraînement. Bah ouais, carrément. Allez. On va prendre des cours. Et voilà, il l'a dit, Thibaut, le mec qui est hyper à l'aise. Bravo Lilian. Ouais, énorme. c'était pas évident, mais comme je l'ai dit, ils m'ont tous les deux bien expliqué. Et bon, 1m50, on est quand même loin du record de Thibaut ou du record du monde. Mais... Oui, alors on y revient au record. François, vous qui faites justement, vous avez commencé par l'athlétisme notamment, vous connaissez bien toute cette famille, la famille Collet. On les remercie beaucoup d'ailleurs, Pilou, Thibaut, un petit coucou à Mathieu aussi, à Nadine, bien sûr, vraiment des personnalités vraiment, et qui œuvrent beaucoup aussi pour l'athlétisme ici. Ça va Lilian? Ouais. Bluffant, non? Ouais, bluffant, ouais, pour une première, c'est sympa. Ouais. Belle expérience. Ouais, super. Ouais. Moi, c'était l'objectif d'essayer d'arriver à passer un saut en seulement quelques essais. Donc c'est possible pour tout le monde. Du coup, c'est possible. Voilà. Bon, après, moi, j'avais un super coach, enfin 2 super coachs, donc ça rend quand même les choses plus simples. Mais, et donc le record du monde? 6, 18. Oui. Armand Duplantis. C'est ça. C'est ça. Et du coup, on en est un petit peu loin, mais bon. Moi, j'ai pris que 4-5 pas d'élan, du coup. C'est beaucoup moins haut, avec une perche débutant aussi. On l'a vu au début, j'essaie de soulever la grosse perche qui fait entre 3 et 5 kilos, là, qui fait plus de 5 mètres. Ça doit être plus compliqué de courir avec ça. Moi, du coup, je cours avec une petite perche que sur quelques pas, donc c'était quand même plus simple. Mais c'était la technique qui n'était pas forcément évidente à apprendre. Le placement des mains, on a vu qu'il m'expliquait.
Donc en mettre une en dessous, une au-dessus, arriver à mettre la perche dans le butoir. C'est une première. Exactement, ensuite passer à droite, réussir à se mettre sur le dos et repousser la perche, que j'ai pas réussi à faire. Ça faisait beaucoup à faire et du coup on voit la perche qui tombe sur le fil. Donc là du coup normalement c'est pas bon, c'est pas validé, mais bon. Ah, t'as pas aimé de pas réussir au Non, pas du tout, mais ça fait beaucoup à retenir niveau technique. Donc pour la deuxième fois, la troisième fois, ça ira encore mieux. Voilà, il faudra retenter et je vous invite justement à essayer parce que c'est très intéressant, très, très sportif, très amusant. Et on peut se faire plaisir aussi en faisant quand même des petits sauts. Merci beaucoup Lilian, encore bravo. Et notre invité tout de suite. Et oui, on a toujours un petit jingle aussi pour nos invités spéciaux, car vous forcez le respect. Vous êtes, François Néron, un spécialiste du ski alpinisme en compétition. Alors c'est vrai que vous êtes venu ici nous présenter l'événement que vous organisez avec Dauphiné Ski Alpinisme, la Belle Étoile, qui va se courir donc dimanche en direct sur Télé Grenoble à partir de 9h30. Thibaut Leduc sera sur place. Alors Thibaut Leduc est un grand adepte du ski de rando, comme on dit. Là, on est dans le ski de rando, mais niveau compétition est vraiment, alors non pas quelques crans, mais un univers au-dessus. Ah ben ouais, on approche... oui, c'est une épreuve élite, ou en tout cas l'élite participe à notre épreuve, ça c'est sûr. Ouais. Alors on va regarder tout de suite des images pour comprendre de quoi est-ce qu'il s'agit. Parmi ses concurrents, eh bien, ce sont les meilleurs compétiteurs en l'occurrence. Le ski alpinisme, c'est donc énormément de montées, c'est beaucoup de descentes. Il faut raccrocher les skis, les porter sur le dos, courir. En fait, c'est du ski de randonnée extrême, on va dire. C'est la composante compétition du ski de rando, où là on prend moins le temps d'apprécier le paysage. Dommage. Ouais. Bon, on lève la tête quand même un petit peu, dans la mesure du possible. Mais ouais, on peut... voilà, c'est la discipline sportive à part entière du ski de rando, où on cherche le chrono. Alors la Belle Étoile, c'est une course, une compétition qui a été créée dans les années 90 et qui va donc se tenir ici cette fois-ci dans les hauteurs des 7 lots avec une version qui est très particulière, qui est allégée en raison du contexte sanitaire. Il faut bien le préciser pour nos téléspectateurs qui verront donc une très belle épreuve dimanche. Ça ne sera qu'une épreuve cette année. Oui, ce sera sur un seul jour malheureusement, alors que d'habitude depuis 3-4 ans on fait une course par étape donc qui sort un peu de ce qui se fait habituellement, puisque c'est plutôt des courses à la journée, et là on est sur 2 jours. Mais là, cette année, Covid oblige, on a été obligé de réduire le nombre de participants et sur une seule journée seulement. Oui, alors vous attendez une centaine de participants. Plus, 200. 200, oui c'est ça, 100 équipes, 100 équipes de 2. C'est la particularité, oui, c'est une course que par équipe. Il y a 3 parcours suivant les catégories, mais on n'accueille que des équipes de 2. Voilà, alors 100 équipes de 2 sur 3 parcours, donc réservées aux élites bien évidemment. Est-ce que c'est aussi une compétition qui peut s'ouvrir aux moins, en tout cas à ceux qui ne font pas partie vraiment du top mondial ? Ah oui, en temps normal, bien sûr, oui, on essaye d'accueillir tous ceux qui veulent s'essayer. D'ailleurs, on propose des licences journées justement pour que les gens qui ne sont pas adeptes de la discipline puissent venir se frotter au ski alpinisme. Et ça permet d'ouvrir un petit peu le nombre de nos participants. C'est ça, parce que pour nous, ça peut nous paraître vraiment surnaturel, ce type d'effort. C'est 2700 mètres de dénivelé sur 25-30 km à peu près, dans les conditions alors qu'on vient de voir et qu'on peut revoir aussi. Ça, ce sont les images de l'édition 2019. Donc, vous le disiez, c'est magnifique, vraiment, mais on n'a pas le temps de se retourner. Ici, toute la difficulté, on va dire, c'est déjà, alors effectivement, le dénivelé, il faut avoir une sacrée condition physique, mais ça se situe aussi dans la gestion de l'effort. C'est ça aussi qui demande énormément d'expérience. Tout à fait. Ouais. Il y a un enchaînement montée-descente. Donc c'est la difficulté, parce qu'il faut gérer la fatigue à la descente avec du matériel plutôt léger. Donc ça ne simplifie pas la tâche. Voilà. Et la composante technique où il faut mettre des crampons, mettre les skis sur le dos pour passer des parties très raides. Donc là, c'est pour ça qu'on appelle la discipline du ski alpinisme, parce qu'il y a la composante vraiment alpinisme. Voilà, où il y a des parties engagées sur des arêtes avec des mains courantes.
Voilà. Alors, on a l'habitude de voir la Pyramenta, hein, bien évidemment, cette course absolument mythique internationale dans le Beaufortin, que vous réalisez. Hein, vous avez même terminé 29e. Il y a 2 ans, oui. Ouais. Ouais, tout à fait, Donc vraiment, bravo à vous. Ce qui veut dire que vous aviez de l'expérience en tant que pratiquant et que vous vous êtes donné du temps. C'est pour ça que si vous avez envie peut-être, si vous rêvez de participer à ce type de course, c'est possible, mais ça ne s'improvise pas, c'est ça? Oui, complètement. Il y a une phase d'apprentissage. Pour passer du mode randonneur au mode compétiteur, on ne fait pas ça du jour au lendemain, faut prendre de l'expérience. Il faut skier vite, comme on le voit sur ces images? Faut essayer de descendre le plus vite possible, mais c'est pas évident. Hein. Il y a les changements de neige, et puis surtout c'est la fatigue à gérer. Voilà. Alors, il y a la fatigue, il y a aussi, il faut cumuler il faut monter plusieurs cols, aussi, enfin plusieurs cols, plusieurs sommets, et redescendre. En fait, c'est un parcours, c'est pas on va d'un point A à un point B, c'est un parcours vraiment qui est organisé autour de la Belle Étoile. Oui, tout à fait. Bon, on peut faire des traversées, aller d'un point A à un point B, mais pour des raisons de logistique, de praticité, souvent on fait même quasiment à chaque fois, on fait une boucle en passant par différents sommets ou cols. Voilà. Est-ce qu'il y aura des conditions particulières cette année en raison du Covid, outre bien sûr le fait que vous avez dû réduire bien évidemment la course? Est-ce que donc le nombre a été limité? Il y a des conditions aussi particulières pour les pratiquants Pas plus que d'habitude. Bon, après il y aura un départ un peu spécifique, un départ par vague, alors que d'habitude c'est départ en mass start avec plusieurs vagues d'une centaine de participants. Là, on va être obligé de faire des vagues par 3 équipes et voilà, puis port du masque avant-après, forcément, pour limiter tout risque lié à la Covid, bien sûr. Alors, il y a les risques liés à la Covid, les risques liés à la montagne, ils existent toujours aussi. Il faut toujours bien connaître la montagne et savoir que sa nature est prévisible et imprévisible à la fois. Oui, tout à fait. Ouais, bah, nous, on met des moyens en place pour s'assurer que le manteau neigeux est suffisamment stable là où on veut faire passer les coureurs. Et c'est notre rôle aussi de proposer le plus beau parcours, mais en toute sécurité. Voilà, donc on fait des repérages dans la semaine qui précède, et puis on a un maximum de bénévoles sur le terrain pour parer à tout problème. Voilà. Cette course, c'est vraiment la petite sœur de la Pyramenta. Elle fait partie du circuit. Hein. On est affilié, depuis cette année, on est affilié au circuit La Grande Course, qui regroupe toutes les grandes épreuves internationales longue distance. Que ce soit la Pyramenta, le Tour du Ritor, le Mezzalama, la Damelo, l'Altitoï dans les Pyrénées, voilà. Et puis la PDG, bien sûr. Et il faut, on va dire, attendre à partir du moment où on a fait le choix de pratiquer cette discipline, puisque vous tenez aussi à vous ouvrir davantage au grand public, il faut quand même qu'on soit prévenu, dès lors qu'on est un très bon sportif, un très bon skieur, il faut peut-être 7-8 ans avant peut-être de pouvoir prétendre, non, peut-être pas autant. Ça dépend, hein. Il y a des personnes qui arrivent à émerger tout de suite. Mais comme petit exemple, hein, François Daen, ça fait plus de 10 ans qu'il fait des compétitions, de la Pyramenta, et c'est au bout de 7-8 ans où il a vraiment commencé à faire des grosses performances. Avant, il était un anonyme quasiment. Et Thibault Leduc, notre rédac-chef, qui fait et de l'ultra-trail et du ski de rando, il a un potentiel assez rapide s'il veut s'y mettre. Après, c'est une question de motivation, hein, et puis de capacité. Hein, voilà. Ah bah ça, il en manque pas. D'ailleurs, vous le verrez, hein, il sera sur place dimanche à partir de 9h30 sur les hauteurs donc, des 7 lots, avec donc le sommet de cette belle étoile qui est à 2715 mètres, je crois, 2715 mètres. C'est une course très belle qu'on vous propose ici. On a beaucoup de chance sur Télé Grenoble. Et merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci donc on se retrouve dimanche, alors, du coup. Et vraiment, à partir de 9h30 jusqu'à midi, Et la météo devrait être de la partie. Elle devrait être top. Voilà. Et l'année prochaine, la neige est là. Lilian, qui donc, lui, est capable de sauter 3 mètres d'un coup. Voilà. On le retrouvera l'an prochain sur la Belle Étoile. Merci Lilian. Merci. Et merci beaucoup François Néron. Merci à vous. Et merci encore à vous tous. À très vite.